Février 86 sur la 5, c'est le compte à rebours. Au climat d'hostilité politique est venu s'ajouter un boycottage de la part des professionnels français. Les animateurs et journalistes vedettes, contactés par Berlusconi, n'ont pas répondu à l'appel. Et lorsqu'apparaissent les premières images le 20 février 86, ce sont celles d'une 5 pour une grande part fabriquée en Italie dans les studios de Berlusconi sur le modèle italien. La chaîne est fraîchement accueillie par le public et déjà condamnée par la droite. Bonne chance, la 5. La 5, ça va être super. La 5, c'est classieux. On avait tous quand même beaucoup d'émotions, parce que ça marchait quand même, même si... Et la première émission était assez enlevée, qu'il y avait un certain rythme, et nous, de toute manière, est-ce qu'on regardait bien les images? J'en suis pas bien sûr. Je crois qu'on était quand même un peu fatigués, et on était très contents que ça marche. Naturellement, les papiers sont terribles, les critiques sont féroces, et on commence la télévision. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, pour la première fois sur la 5, la publicité. Berlusconi n'est pas venu en France faire de la culture ou faire des programmes dits de qualité. C'est pas son affaire. Il est venu pour faire du commerce. La télévision est la possibilité de diffuser de la pub et donc de faire de l'argent. Il n'attribue pas de mission à ces programmes. Il attribue une seule valeur, celle d'être vendu. Une semaine plus tard, c'est au tour de la 6e chaîne musicale, baptisée TV6, d'ouvrir son antenne avec des vidéoclips. Un an après l'annonce de François Mitterrand, le pari a donc été tenu. Avec la 5 et la 6, la France entre de plein pied dans l'ère de la télévision commerciale. Pub. Dans 3 semaines, l'opposition compte bien remettre tout l'édifice en question. En mars 86, Jacques Chirac succède à Laurent Fabius au poste de Premier ministre. François Léotard prend les portefeuilles de la culture et de la communication. La cohabitation commence. Et pour ce qui est de l'audiovisuel, c'est l'heure de l'application du programme commun RPR-UDF. Au menu, privatisation, réattribution de la 5 et de la 6 et remplacement de la haute autorité. Première des questions, combien et quelles chaînes privatiser? Très vite, le gouvernement renonce à l'idée de vendre 2 chaînes publiques. Jacques Chirac a toujours été à la fois très modeste et très pragmatique pour ce qui concerne l'audiovisuel. Nous avons fait les comptes, puisque malgré tout, quand on est au pouvoir, il faut de temps en temps sortir sa calculette, et par conséquent, nous avons très rapidement, à Matignon en particulier, et nous l'avons fait admettre à François Léotard, qu'on ne pouvait privatiser qu'une seule chaîne de télévision. Oui, mais laquelle? François Léotard est pour Antenne 2. À Matignon, Jacques Chirac penche pour FR3. Tout se joue lors d'une réunion interministérielle début avril. Je me souviens qu'au cours de cette réunion, le ministre qui a prononcé le nom de TF1, un peu sur le mode, au fond, mettons tout le monde d'accord et on va privatiser TF1, c'est Édouard Balladur. TF1 sera privatisé, l'importance de son audience lui permettra de faire face à la concurrence, tout en supportant un niveau d'obligation de contribution à la création au moins égal au niveau actuel. Le choix de TF1 se fait sans étude économique préalable. TF1 est un symbole pour la politique de privatisation. On avance l'argument que c'est une chaîne dont les programmes à succès relèvent déjà d'une logique commerciale. Et le gouvernement, sans l'avouer, y voit un moyen de se séparer de son PDG classé trop à gauche, Hervé Bourges. Séparer, vous êtes gentil, se débarrasser purement et simplement, je crois qu'on fait une bonne opération. On vend une chaîne qui vaut cher et qui va rapporter un petit peu d'argent à l'État, et c'est très bien. Et je dois dire que j'ai fait monter le plus possible des enchères, parce que je ne tenais pas à ce qu'on brade la chaîne dont j'étais le patron. Et à côté de ça, on se débarrassait de son président. Dès le printemps 86, François Léotard met en chantier une nouvelle loi sur la communication et promet que les changements se feront à l'aune d'un nouveau concept fourre-tout, le mieux-disant culturel. Critiquée de toutes parts, cette loi est l'objet au long de l'été 1986 d'interminables débats au Sénat, puis à l'Assemblée. Début août, le gouvernement publie 2 décrets au journal officiel. Les concessions de la 5 et de TV6 sont brutalement annulées. Je m'en souviens très bien parce que j'étais en train de jouer au golf à Deauville et on vient me chercher avec une petite voiture sur le golf en me disant il y a un coup de téléphone urgent, etc. Donc je vais prendre le coup de téléphone, c'était le directeur de cabinet de Léotard qui m'annonçait que le décret avait été signé et que donc nous étions condamnés.
Oui, mais compte tenu du fait qu'elles avaient été attribuées de manière unilatérale et pas transparente, il y avait d'autres groupes qui souhaitaient être candidats à ces chaînes. Il fallait à ce moment-là remettre les choses à plat. Et la seule façon de les remettre à plat lorsqu'il y a une concession de service public, c'est de casser cette concession. Une concession dans un état de droit comme l'est la France, ça ne se casse pas sans risque. Pardon, vous avez dit un état de droit ? Encore aujourd'hui, je me demande si la France est un état de droit. Je suis personnellement écœuré, scandalisé, profondément choqué de la manière dont le gouvernement de l'époque s'était conduit et la rudesse avec laquelle nous avons été traités. L'indifférence au travail qui a été fourni, l'indifférence à l'émotion que ceci suscitait, l'indifférence à la signature de l'État. Personne ne comprenait. Le Wall Street Journal, le Financial Times ne comprenaient pas comment une concession pouvait être cassée. Par crainte de l'écran noir, le gouvernement invite la 5 et la 6 à poursuivre leurs émissions jusqu'à la désignation de nouveaux opérateurs. De la même manière, la haute autorité est maintenue jusqu'à l'installation prochaine d'une CNCL, Commission nationale de la communication et des libertés. Fin septembre 86, la loi Léotard est adoptée. Quelques semaines plus tard, c'en est fini de la haute autorité que préside Michel Cotta. La haute autorité qui apparaissait, qui avait été jugée pour son action pendant les 5 ans, avait été jugée très indépendante. Je crois que personne ne pouvait se faire des jures là-dessus et tout le monde nous le reconnaissait. Au fond, les gens qui arrivaient au pouvoir en 86 n'avaient pas tellement envie de la garder parce que c'était le symbole, au fond, du mitterrandisme de 82. Et j'ai vu Chirac en janvier 86, Chirac m'avait dit « Ne t'inquiète pas, on n'enlèvera pas la haute autorité ». Mais j'ai jamais cru une seconde. D'abord, c'était pas une promesse. C'est pas une promesse, c'est une intention. Condamnée, la haute autorité l'est aussi depuis le printemps 86, lorsque le nouveau Premier ministre Jacques Chirac, mécontent des journaux télévisés, irrité par les commentaires sur son action à la tête du gouvernement, a retrouvé au cours d'un meeting les accents menaçants d'un Pompidou fustigeant les journalistes de l'ORTF. Je souhaite que chacun se reprenne. Tout le monde y a intérêt. Alors je fais appel au sens des responsabilités de chacun pour que raison soit gardée et que l'information en France conserve ou affiche la dignité qui doit être celle d'une démocratie. Vite fait, bien fait pour la CNCL, la Commission nationale de la communication et des libertés qui s'installait aujourd'hui dans ces meubles. L'aventure de la CNCL, nouvelle instance chargée de veiller sur l'audiovisuel, ne démarre pas sous les meilleurs auspices. Pléthorique, nettement marquée à droite, elle commet un premier impair le jour de son installation en omettant tout simplement d'inviter le président de la République, qui ne l'oubliera pas. Gabriel de Broglie, élu président de la Commission nationale de la communication et des libertés. Gabriel de Broglie connaît bien la radio et la télévision puisqu'il a été directeur général de Radio France et président de l'INA. La première tâche de cette CNCL, qui est maintenant prête à fonctionner, va consister à désigner ou à confirmer les PDG des chaînes publiques. Quelques jours plus tard, l'audiovisuel renoue avec ses vieux démons. La CNCL donne satisfaction au pouvoir et affiche son peu d'indépendance en renvoyant les PDG de chaînes nommés par la haute autorité, qu'elle remplace par des PDG considérés comme sympathisants de la nouvelle majorité. En attendant la privatisation, Hervé Bourges conserve TF1, mais Claude Contamine remplace Jean Drucker à Antenne 2 et René An prend à FR3 le fauteuil de Jeanine Langlois-Glandier. La CNCL, la Commission nationale des libertés et de la communication, a lancé aujourd'hui l'appel d'offres pour l'exploitation de la 5e et de la 6e chaîne. Si vous avez l'intention d'être acheteur, vous avez jusqu'au 9 février 20h pour déposer votre dossier en 20 exemplaires. Du côté des chaînes privées, l'automne 1986 est une saison trompeuse. S'agissant de la 5 qui doit être réattribuée, Berlusconi et Seydoux paraissent définitivement hors jeu. Grand perdant de la saison 85-86, la CLT, associée au groupe Havas, ne doute pas cette fois de devenir l'opérateur de la 5e chaîne, à laquelle postule également, sans grande chance, le financier Jimmy Goldsmith. Quant à la 6, il est probable, pense-t-on, qu'elle reviendra à nouveau au groupe Publicis, le pouvoir disant alors souhaiter le maintien d'une chaîne musicale sur ce réseau. Le vrai suspense, attendu, viendra, croit-on, de l'affrontement entre les groupes candidats à TF1.
Ils sont 3. Le premier à ouvrir, à mettre sa mise pour démarrer le jeu sans perdre une minute, c'est Robert Hersan. Son dossier est prêt, des spécialistes de l'audiovisuel travaillent dessus depuis longtemps. Dans son jeu, son groupe de presse et la pression qu'il peut exercer, mais aussi 11 députés à l'Assemblée, qui sont liés à lui. Le joueur qui a misé immédiatement après pour suivre et voir le jeu, c'est Jean-Luc Lagardère, à la tête du groupe Hachette, 10 milliards de francs. Ils veulent être opérateurs principaux de la chaîne, mais pourraient faire un tour de table et s'associer à Francis Bouygues. Pas un seul joueur n'a les moyens de jouer seul. Le tour de table ne fait que commencer. De ces 3 groupes, Hachette, présent dans la presse et l'édition, paraît le plus à même de répondre aux critères du mieux-disant culturel. Son PDG y croit. Dans la stratégie du groupe Hachette, il est clair que la télévision est une priorité. Enfin, je ne serais pas à la hauteur de mes chevilles si, à l'époque, j'avais négligé l'investissement dans la télévision. Absolument pas. De la part de Jean-Luc Lagardère, ce n'est pas par caprice. Ce n'est pas pour avoir une danseuse télé. C'est parce qu'il est convaincu qu'il y a là un secteur industriel et économique important pour les années qui viennent. On jouait gros ou on ne jouait pas. Et en l'occurrence, on a essayé de jouer gros, comme d'autres d'ailleurs. Donc là, il n'y a pas eu l'ombre d'une hésitation dans le choix stratégique. C'était à l'évidence le dossier de la privatisation d'une grande chaîne qui valait la peine. Ce sont des arguments partagés par un outsider qui fait sourire, Francis Bouygues, leader mondial du bâtiment. Son groupe ne pèse pas moins de 40 milliards de francs, et Francis Bouygues rêve de diversifier ses activités. Il a chargé un homme de ses dossiers, Patrick Lelay. En 1985, le groupe Bouygues venait de terminer une grosse opération de diversification qui était la reprise du groupe Scraig, premier groupe routier français. Et il y avait moi, je m'occupais de la diversification avec Francis Bouygues. Et on avait une vraie réflexion sur ce que l'on pourrait faire pour le futur, parce que je me souviens toujours que Francis Bouygues, le lendemain où on avait fait l'opération de la Scraig, qui était quand même un groupe qui faisait 20 milliards de chiffre d'affaires, donc en l'agrégeant au groupe Bouygues, on doublait l'activité. Il m'avait dit, bon, maintenant, il serait peut-être temps de faire des choses sérieuses, parce que pour le moment, on a quand même un peu bricolé. Et la communication nous paraissait un monde moderne. Francis Bouygues était un homme résolument moderne, donc on s'était dit, on va s'intéresser à la communication. On ne sait pas bien ce que c'était. Bouygues ignore tout de la communication, mais ça ne l'empêche pas de voir grand. Comme Hachette, c'est TF1 qu'il veut. Au cours de l'année 86, les 2 groupes envisagent même un moment de faire candidature commune. Oui, moi j'ai travaillé longuement avec des collaborateurs de Jean-Luc Lagardère pour mettre au point un protocole. Mais évidemment, les discussions sont sur le thème. Hachette prendra le leadership et Bouygues s'assoira à côté. Ça me paraît normal, non? Je crois qu'on a quelques titres à faire valoir. Et le béton, c'est un superbe métier, quand même assez loin de la télévision. Et nous, on n'a pas du tout l'intention de laisser Hachette commander, parce qu'on ne voit pas bien en discussion pourquoi ils sont plus compétents que nous dans le domaine, malgré les problèmes d'image, malgré le fait qu'ils soient très impliqués dans le cinéma, très impliqués dans la presse, dans la radio, bien sûr, mais nous, on se dit, bon oui, bien sûr, la télévision, c'est un autre métier. Et le groupe Hachette veut nous laisser de côté, en nous disant, votre argent m'intéresse, donnez-le-moi, et puis je le gérerai. On dit, non, c'est pas qu'on n'a pas confiance, parce que ce sont des gens honnêtes, mais on s'occupera de notre argent nous-mêmes et de nos responsabilités nous-mêmes. Donc très vite, on part tout seul. 3e cavalier dans la course à TF1, Robert Hersan. Surnommé le papivore, soutenu par des réseaux politiques et bancaires, l'homme au passé qui suscite tant de polémiques a réussi, en défiant la loi, à bâtir le premier groupe de presse français. Il mise sur le poids de ses journaux pour entrer dans la télévision. Hersan avait une candidature très politique. Hersan nous disait, moi j'ai été pendant 5 ans le porte-parole de l'opposition avec mon empire de presse, donc il faut absolument que j'ai une télévision, parce que si je n'ai pas de télévision, j'ai un groupe bancal, donc on me doit ça sur le plan politique, il me faut ma télévision. Et Hersan était même venu demander à Jacques Chirac, en fait, de lui octroyer l'acquisition d'une part du capital de Canal+. Et ça a été d'ailleurs, ça a été poliment refusé à Hersan, parce que ça aurait complètement déstabilisé cette chaîne, qui en plus était une chaîne qui marchait bien. Et donc Hersan dit, moi je veux TF1.
Robert Hersant n'a jamais pensé être le propriétaire absolu de l'ensemble de TF1, mais il voulait en être l'opérateur, c'est-à-dire détenir au moins 25% de TF1. Et à ce moment-là, nous disons à Hersant, écoutez, c'est gros, ça va coûter très cher, vous êtes quand même déjà relativement endetté, en plus en termes d'affichage politique, vous concédez la première chaîne de télévision, alors que vous avez quand même une image très forte, hein, très connotée. C'est pas très facile. Essayez plutôt de vous intéresser à la 5. Le 17 décembre 86 à 8h30, Robert Hersant m'appelle et il me dit, venez me voir. Je vais le voir, il me dit, nous abandonnons TF1 et nous sommes dorénavant sur la 5. Et je lui dis, c'est officiel. Il m'a dit, pour vous et pour moi. Mais surtout, on laisse un flou. Surtout, nous continuons à faire croire que nous allons sur TF1. Nous ne démontons pas comme si on dit qu'on va sur la 5, mais il faut brouiller les cartes de manière à nous permettre de faire notre dossier tranquillement. Et c'est pendant les vacances de Noël que j'apprends que finalement Robert Hersant va sans doute changer son fusil d'épaule et être candidat à l'attribution de la 5. Et là, je me trouve devant une situation assez semblable, malgré des différences à celle de 85, à savoir s'il y a une compétition entre Hersant et nous, ça va être une fois de plus le pot de terre contre le pot de fer, et nous allons être écrabouillés. J'en suis d'autant plus convaincu que certains membres de la CNCL, qui a remplacé la haute autorité, et qui se présentent comme des bons amis, me disent « Mais ne vous découragez pas, sans doute Hersant est-il candidat, mais c'est une compétition et vous avez de très bons atouts, etc. » C'est ça qui m'a le plus mis la puce à l'oreille. Comprenant que la 5 ne peut plus échapper à Hersant, la CLT décide de se rabattre sur le réseau de la dernière chance, celui de la 6e chaîne. Début 87, elle fait alliance avec la Lyonnaise des Eaux, présidée par Jérôme Monod, ancien secrétaire général du RPR, pour présenter un projet de chaîne plus généraliste que musical. Quant à Hersant, il va mettre tous les atouts de son côté. En renonçant à TF1, il rend un service au pouvoir. Il lui en rend un second, en se rapprochant de Berlusconi et Seydoux, ce qui donne à sa candidature le visage de la continuité. Effectivement, nous avons suggéré aux opérateurs anciens de rester dans le tour de table et on leur a fait savoir qu'ils n'étaient pas considérés comme des bêtes nuisibles. C'est la rencontre du réalisme. Pour Robert Hersant se présenter devant la CNCL avec les deux anciens, se présenter comme opérateur, comme patron, avec les deux anciens qui avaient été nommés pour l'ancienne 5 par la gauche, c'est un atout de plus, c'est clair. Berlusconi était le diable de la télévision. Il avait tous les défauts d'agent commercial. Hersant avait tous les défauts vraiment idéologiques. Était la droite, était vraiment la peur, c'est ça. Et tous les deux vont se marier, fiancés, et vont décider de faire la télévision commerciale. C'était vraiment un mariage les plus diaboliques de l'Europe. Vraiment, c'était les deux monstres ensemble. Et pour rien vous cacher, moi sur ce point, j'avais été demandé conseil à François Mitterrand lui-même. Je lui ai dit, mais bon, l'occasion, qu'est-ce que vous feriez à notre place? Il m'a dit, est-ce que vous pensez que ça serait une bonne affaire? Bon, je lui ai dit, non, logiquement, s'il gère bien, oui, mais bien plus difficile que la première. Est-ce que vous pensez que vous pourrez avoir de l'influence? Je lui ai dit, au début, sûrement aucune. Il me dit, si j'étais vous, je rentrerais. Donc, moi, j'étais personnellement réticent. Silvio Berlusconi avait déjà décidé d'y rentrer, puisque lui, il voulait continuer à pouvoir vendre ses programmes. Et donc, c'est, si je peux dire, sur les conseils de François Mitterrand que je me suis retrouvé dans la deuxième 5. C'est en tacticien politique que François Mitterrand incite Jérôme Seydoux à rempiler sur la 5. Il a donné le même conseil au groupe Berlusconi. Le président ménage l'avenir. Il sait que Robert Hersant n'aura peut-être pas toujours les pleins pouvoirs sur la 5. Pour l'heure, Hersant s'équipe en studio de télévision ultramoderne.
C'est un argument de plus dans le dossier que Philippe Ramond concocte pour la CNCL qui prépare l'audition des candidats pour fin février 87. Un dossier qui promet tout. Il fallait y mettre le mieux-disant culturel. C'est la pire des conneries qu'on n'ait jamais inventées dans l'audiovisuel français. C'est-à-dire que nous étions obligés d'ajouter dans ce dossier des obligations par rapport à nos concurrents. Et donc, ce dossier était fait uniquement pour plaire à la CNCL et à cette connerie de mieux-disant culturel. Examen de passage spectaculaire pendant plusieurs heures cet après-midi au siège de la Commission nationale de la communication et des libertés. Devant les 13 membres de la CNCL, les candidats à la reprise de la 5e chaîne ont plaidé leur cause et répondu aux questions. Le pluralisme s'inscrit de lui-même dans les nécessités commerciales de la chaîne, au-delà de la nécessité politique. Même si ça ne m'empêche pas, par ailleurs, de faire des journaux qui épousent un point de vue particulier. Pour l'instant, on partage l'émotion 50-50. On a partagé vraiment aussi le coiffeur aujourd'hui pour que nous voulons nous présenter avec une belle mine. Je ne sais pas si on est réussi. Le même jour, l'homme d'affaires franco-britannique, propriétaire de l'Express, Jimmy Goldsmith, est auditionné. Son projet pour la 5 n'a aucune chance devant une CNCL acquise à la solution R100 Berlusconi. Quelques jours plus tard, le 23 février 87, la CNCL délibère. En fin de matinée, elle rend son verdict. La 5 revient, comme prévu, au tandem R100 Berlusconi. La réattribution de la 6e chaîne musicale va en revanche donner lieu à un coup de théâtre. 3 candidats ont été auditionnés. Publicis, qui se présente à sa propre succession. C'est une chaîne à dominante musicale. Nous ne glissons pas sur le terrain des généralistes puisque nous savons que les généralistes sont en nombre suffisant. Un autre projet, appelé TFM, est la CLT associée à la Lyonnaise des Eaux dans un dossier de chaîne plutôt généraliste. La direction de ce projet, au nom de code Métropole Télévision, a été confiée à l'ancien PDG d'Antenne 2, remercié par la CNCL, Jean Drucker. Il s'agit sans la moindre équivoque d'un projet de chaîne généraliste, c'est-à-dire une chaîne complète, globale. À l'intérieur de ce projet, la principale particularité, c'est que la place accordée à la musique est tout à fait importante. Ce même 23 février, après avoir délibéré sur la 5, la CNCL examine dans la foulée le cas de la 6. Et là, en moins d'une heure, il y a un consensus. C'est la chaîne musicale. Et là, contre toute prévision de calendrier, la séance est arrêtée avant le déjeuner, sans vote, sans décision. Quelques membres, dont les plus éminents, bien sûr, sortant in fine, in extremis, un argument alors totalement étonnant, qui était celui de notre nécessaire solidarité avec la politique étrangère de la France. En d'autres termes, la victoire de Publicis, qui paraissait acquise, gêne aux entournures une partie de la CNCL et le gouvernement Chirac qui ne se résigne pas à voir la CLT et la Lyonnaise des Eaux écartées. On craint un clash diplomatique avec le Luxembourg. Quelques coups de téléphone auprès de membres de la CNCL vont permettre au pouvoir de renverser la tendance. Et puis, visiblement, l'heure du déjeuner est propice à ce qu'un certain nombre de coups de téléphone soient passés, à ce qu'un certain nombre de contacts soient organisés. Et pendant le déjeuner, j'ai été appelé au téléphone par Gabriel de Broglie, président de la CNC, que j'ai trouvé très tendu et très solennel et qui m'a dit « Nous sommes en délibération, j'ai une question à vous poser. Si la 6 n'est pas attribuée au consortium où vous êtes présent, la CLT a-t-elle d'autres possibilités de développement en France ?» Et je lui ai répondu « Je n'en vois pas ». Ça a été un appel très solennel à la réflexion, à la raison et à la soumission aux impératifs de politique étrangère. Et puis on est passé au vote, et puis est sorti ce qui est sorti. Un peu plus tard dans la journée, la CNCL attribuait une concession de 10 ans à Métropole TV pour la 6e chaîne. Métropole TV, c'est le projet constitué par la compagnie luxembourgeoise de télévision et la Lyonnaise des Eaux principalement.
La 5 et la 6 cassées puis réattribuées, il reste pour la droite libérale à parachever sa reconstruction du paysage audiovisuel en opérant son grand œuvre annoncé, la privatisation de la première chaîne publique française. Au soir de ce 23 février, s'engage entre les groupes Hachette et Bouygues un duel où bien des coups seront permis. Avant minuit, Bouygues et Lagardère devront avoir remis leur dossier de candidature à la CNCL. À 20h, Bouygues s'exécute. À minuit moins le quart, Hachette n'a toujours pas déposé de dossier. Au même moment, avec méthode et cynisme, Hersant et Berlusconi sont déjà en train de vider TF1 de sa substance en achetant à prix d'or ses vedettes. C'est une lutte à mort qui commence entre les chaînes. « 1985, Canal+ vient d'être lancé et François Mitterrand décide de créer 2 autres chaînes privées. Objectif, prendre de vitesse l'opposition qui veut privatiser l'audiovisuel en 86. Ainsi naît la 5 de Jérôme Sédou et Silvio Berlusconi, mais aussi TV6, une chaîne musicale. 2 chaînes bientôt décapitées sur l'autel de la cohabitation. Victorieuse en mars 86, la droite réattribue la 5 à Robert Hersant, qui fait équipe avec Berlusconi, installe M6 à la place de la chaîne musicale et décide spectaculairement de privatiser la première chaîne française, TF1. Début 87, une formidable bataille commence entre les 2 groupes candidats au rachat de TF1. Hachette, numéro 1 de l'édition, et Bouygues, numéro 1 du bâtiment. C'est la CNCL, nouvelle instance de régulation créée par le gouvernement Chirac, qui va devoir les départager, à l'aune du mieux-disant culturel. En ce qui concerne TF1, Marie-Laure, 2 repreneurs, Francis Bouygues qui a déposé hier son dossier à 20h, entouré de tout son état-major, et Hachette un peu plus tard. Et Hachette un peu plus tard, qui a fait durer le suspense, si j'ose dire, jusqu'à la dernière minute, d'au moins jusqu'au dernier quart d'heure, puisque c'est un quart d'heure avant la fin du délai, un peu avant minuit, que Hachette a déposé son dossier à la CNCL. Les raisons de ce retard ne sont pas sur la place publique. Pour comprendre ce qui se trame en coulisses et pour mesurer l'ampleur du duel qui s'engage entre Hachette et Bouygues, il faut reprendre le fil secret de ce récit, quelques semaines plus tôt, début janvier 1987. Conduits respectivement par Francis Bouygues et Jean-Luc Lagardère, des hommes qui se connaissent bien, les 2 groupes sont résolus à conquérir TF1. Mais depuis l'annonce de la privatisation, le groupe Hachette, qui bénéficie d'une tradition d'entreprise culturelle, apparaît comme le grand favori. Hachette a été créé en 1828 par M. Louis Hachette. On a un grand héritage. Peut-être que on se donne l'impression de détenir à la fois une légitimité et liée à cette légitimité une responsabilité. Et puis en face, il y avait un autre candidat, un autre groupe candidat, qui lui avait une formidable expérience des compétitions et des adjudications, et qui avait pris un tout autre parti. Et le problème pour lui, c'était de gagner. On n'a pas l'ombre d'un doute métaphysique, on va gagner. Parce qu'on s'est mis dans le mental de gagner. Bon, si on ne gagne pas à la sortie, il y aura le choc le jour où. Mais entre-temps, il ne faut surtout pas se laisser intoxiquer par cette idée qu'on n'est pas le favori. Et alors ? Pour constituer leur dossier, les 2 candidats ont pris contact avec le PDG en poste à TF1, Hervé Bourges. J'ai joué le jeu. J'étais un chef d'entreprise. L'État, mon actionnaire, décide que TF1 est privatisé, soit. Et je dois dire que Bouygues a tout de suite réagi et que pratiquement, il ne s'est pas passé de jours que Patrick Lelay, qui avait été désigné par Bouygues pour suivre cette affaire, ne me téléphone. Il ne s'est pas passé de semaines sans que j'ai eu un coup de téléphone de Bouygues. J'ai déjeuné avec Jean-Luc Lagardère, avec lequel j'ai toujours eu de très bons rapports, mais il m'a dit qu'il avait ses propres informateurs. Je crois qu'à l'époque, c'était Étienne Moujotte. Début 87, on ignore encore à quel prix l'État compte vendre TF1. Chacun des candidats sait qu'il lui faudra trouver des partenaires. Alors que Bouygues reste discret sur ses démarches, Hachette crée la surprise en s'associant avec Havas, présidé par Pierre Dozier. Encouragé par le gouvernement Chirac, le mariage de l'empire Hachette avec celui d'Havas, un groupe présent dans la publicité, le tourisme, la radio et déjà dans la télévision avec Canal+, fait l'effet d'une bombe. Nous avons conscience que les 2 H, comme on dit à l'époque, les 2 ogres, comme on le dit, ça fait beaucoup. Si Havas et Hachette sont ensemble,
ça verrouille, entre guillemets, le dossier. Ça fait une candidature tellement forte qu'elle assure pratiquement le succès. Cette alliance, cette concentration de forces déclenche de violentes réactions dans le monde publicitaire. Havas est pris dans la tourmente, mais le mariage ne va peut-être pas durer longtemps. Fin janvier, le gouvernement annonce le prix pour TF1. Le choc est rude. Nous avons décidé de fixer le prix de cession des 50% réservés aux investisseurs à 3 milliards de francs. Bien sûr, je m'attendais peut-être à un prix un peu plus bas, mais je n'ai pas le sentiment que ceci constitue un handicap lourd, pas plus pour Havas que pour nous. Ce n'est pas l'avis du groupe Havas qui trouve l'addition très lourde. Son PDG, Pierre Dosier, hésite. En face, chez Bouygues, le prix de la une inquiète également. Parce que le jour où j'apprends le prix, d'abord tous mes actionnaires banquiers qui étaient venus sont tous partis. On dit, oh là là, beaucoup trop cher. Nous, le groupe Bouygues, on prenait 25%. C'était 1,5 milliard. À l'époque, c'est toujours beaucoup d'argent, 1,5 milliard. Mais à l'époque, c'était très cher. Et alors, le lendemain matin, je raconte une anecdote parce qu'elle m'a toujours marqué. Je vais voir Francis Bouygues à 8h, comme d'habitude, dans le bureau. Et je lui dis, vous avez vu le prix? Bon, il me dit oui. Je dis, vous savez, c'est très très cher. Il me dit, vous basez sur quoi pour dire que c'est cher? Je dis, je me base sur un certain nombre d'études et d'analyses qu'on a faites quand même pour rentabiliser un investissement de cette nature. Ça va être très dur. Il me dit, mais vous y croyez, vous, à vos calculs? Vous avez déjà vu un plan financier qui est vrai et qui est juste? Je lui dis, en fait, non. Il me dit, vous voyez, je vous reconnais bien là avec vos stratégies de mercières de banlieue. Vous allez retenir une chose. Un pays qui privatise sa première chaîne de télévision, c'est unique au monde. Et dans la vie, l'argent compte pas parce qu'on trouve toujours l'argent. Facile à dire. Dans les jours qui suivent, à la recherche d'associés, Patrick Lelay prend contact avec le patron de presse britannique, Robert Maxwell. Et là, il m'a fait la totale comme il faisait, c'est-à-dire que c'était un jour magnifique, ensoleillé. J'ai atterri sur un petit aéroport militaire désaffecté. Et il y avait l'hélicoptère de Maxwell qui m'attendait, qui m'a fait remonter la Tamise et atterrir suivant un grand cinéma sur le haut de l'immeuble de l'époque du Daily Mirror. Alors donc j'ai fait mon petit exposé en 10 minutes, un quart d'heure. Il m'a demandé une demi-heure de réflexion, puis il m'a dit, bon, allez, on va déjeuner, on va reparler de tout ça. Et à la fin du repas, il m'a dit, bah, c'est d'accord, je prends 15%. Il faut que je vois Francis Bouygues, d'autant que je sais qu'il a une fille qui est très jolie, je voudrais la voir. Et il est venu le lendemain au siège de Bouygues. La rencontre entre Francis Bouygues et Robert Maxwell s'est pas formidablement passée. C'était quand même deux monstres sacrés tous les deux. Je pressentais qu'il y aurait des chocs dans le futur. Mais on conclut. Et là, j'ai fini le tour de table. Donc là, je sais que j'ai une très grosse longueur d'avance sur Hachette, parce qu'Hachette n'a pas de tour de table. La situation est dramatique pour Hachette, car Havas décide finalement de renoncer à la compétition pour TF1. Ce retrait laisse Hachette avec un trou béant dans son tour de table financier, et ceci à quelques jours de la remise des dossiers à la CNCL. Jean-Luc Lagardère se sent trahi par le patron d'Havas, Pierre Dosier. Ce qui est important, c'est qu'en effet, je suis dans l'embarras à ce moment-là, et donc la volonté qu'il avait de me mettre dans l'embarras a bien fonctionné. Le soir du 23 février 87, les groupes Hachette et Bouygues, dont l'affrontement commence à faire la une des journaux, doivent déposer leur dossier pour TF1. Les deux candidats pressentis sont donc venus hier soir présenter leur dossier financier, car ce sera la première étape de l'examen par la CNCL. Première arrivée, le groupe Bouygues et ses partenaires. On arrive à 10h de chrétien, à 7h du soir, on dépose nos dossiers avec nos boîtes reliées, nos brochures. Tout est au point, imprimé, impeccable. Et on attend le dossier d'Hachette. Et le dossier d'Hachette, il n'arrive pas. Oh, je crois que là, il ne faut pas y attacher plus d'importance que ça n'en avait. Je crois qu'on avait des petits problèmes matériels parce qu'on n'était pas tellement rodé à cet énorme travail de préparation de dossier. Je ne sais plus s'il en fallait 20, 30 ou 40. Enfin, c'était considérable. Il n'arrive pas, pourquoi? Parce que Hachette n'a pas réussi à boucler son tour de table. Et dans la soirée, le gouvernement aide Hachette à boucler son tour de table, demande à des banques de venir. Pour la partie financière, ce qui, comme vous le savez, a été un petit peu acrobatique jusqu'au tout dernier moment. Nous, quand on voit arriver le tour de table d'Hachette, parce qu'il dépose le dossier vers minuit moins 10, et qu'on a le tour de table, dans le tour de table, il y a une banque qui n'a pas le droit d'y être. C'est la BNP, parce que la BNP a été la banque qui a fait la procédure d'évaluation de la société. Donc on est dans le délit d'initié. Donc là, il y a une faille juridique gigantesque dont vous imaginez bien qu'on s'y engouffre avec un délice.
De ce jour, assisté d'une équipe d'avocats, Francis Bouygues va quotidiennement harceler la CNCL et son président Gabriel de Broglie pour obtenir la disqualification du dossier Hachette. Bouygues avait d'ores et déjà, parce qu'après ça deviendra assez coutumier, laissé entendre que sur le plan juridique, il pouvait contester tel ou tel aspect de la procédure, ce qui tétanisait les plus éminents magistrats de la CNCL. Dès ce matin, l'actualité audiovisuelle, c'était une troisième lettre de Francis Bouygues à la CNCL. Il y affirmait que ce n'était pas une simple protestation, mais un recours lourd de conséquences. Il demandait à nouveau que la commission statue et disqualifie Hachette, une exigence que Gabriel de Broglie ne semblait pas apprécier. Ce que nous aurions tendance à demander, pour le moment, c'est un peu de silence. Quand j'ai vu Gabriel de Broglie dans son bureau, il s'en souvient, donc je peux le raconter, je lui ai dit, c'est effrayant parce que c'est un éminent membre du Conseil d'État, je lui ai dit, je veux vous attaquer au Conseil d'État personnellement si vous conservez le dossier. Il me dit, monsieur, vous ne pouvez pas me dire ça. Il me met presque à la porte du bureau, mais je lui ai dit, écoutez, je ne vais pas vous dire ça avec agressivité, je vais vous le dire parce que c'est la loi. Alors il faut appliquer la loi. Donc là, il y a un vrai désordre. Donc Hachette est perdu déjà ce jour-là. Tout au long du mois de mars, les rapports s'enveniment entre Hachette et Bouygues. La BNP doit finalement se retirer du projet Lagardère. Mais au lieu de calmer le jeu, ceci donne de nouveaux arguments au groupe Bouygues pour contester la régularité de la compétition. Présentant son équipe à la presse, Jean-Luc Lagardère se veut serein et confiant. Nous avons travaillé sainement et nous n'avons travaillé que sur le fond des problèmes et non pas sur leur surface procédurière. Mais Francis Bouygues ne se bat pas uniquement sur le terrain juridique. Tirant force de sa position d'outsider, il s'est lancé avec Patrick Lelay dans une opération de lobbying intensif auprès de chacun des membres de la CNCL. Il faut d'abord se faire connaître, parce qu'on n'a aucune crédibilité, zéro. Se faire connaître de ceux qui vont avoir à décider, c'est les membres de la CNCL. Il y en a 13. Donc là, on fait du lobbying, au sens noble du terme. Dans un concours comme celui-là, je considère qu'il n'y a pas place pour du lobbying politique. Il y a 13 membres que l'on a visités 5 fois. Francis Bouygues a dû les voir 2 fois, moi 5 fois, scientifiquement. Alors vous savez, la première fois, vous vous présentez, bon, à partir du moment où vous êtes poli, et ce sont des gens agréables, a priori, bon, ils vous reçoivent. La seconde fois, ils disent, oh, ouais, on peut les écouter. La troisième fois, on avait commencé déjà à monter un tour de table, on devient à peu près crédible. La quatrième fois, ils se disent, ah, c'est quand même des gens, il faut quand même regarder ça. Puis la cinquième, ils se disent, ils sont peut-être meilleurs que les autres. Donc, c'est 65 rendez-vous, hein, ça prend du temps. Et puis, il faut comprendre la psychologie de chacun et se présenter sur le meilleur jour. Quand vous avez un dossier à monter, il vaut mieux qu'il soit bien présenté qu'une faveur rose. Je dois dire qu'on aurait eu un peu honte à pratiquer des déjeuners, des dîners, des promenades. C'était pas notre style. Nous pensions que ce n'était pas le style des autres non plus. D'ailleurs, je veux parler de la CNCL. Apparemment, là aussi, nous n'avions pas la lucidité totale des événements et de l'environnement. Fin mars, à quelques jours des auditions publiques devant la CNCL, Hachette reste favori et mise sur les professionnels qui sont à ses côtés. Tandis que l'équipe Bouygues, elle, s'entraîne chaque jour avec Bernard Tapie et répète méthodiquement devant des caméras sa future prestation. On a été repérer les lieux, puisque la CNCL à l'époque était installée rue Jacob. C'est pour d'ailleurs un lieu extrêmement convivial, c'est un hall. Et on sait qu'il va y avoir une table, il va y avoir tous les membres qui seront là. Et puis nous, on sera en face avec une autre table. Donc on recrée le même décor, on met des faux membres en face de nous, et puis on organise la table telle qu'elle va être, Francis Bouygues qui va être là. Puis on va disposer les autres membres par ordre de préférence. Et on fait 4 jours de répétition intensive, dans lequel on lit nos déclarations liminaires, et puis on se fait interroger sur le dossier de la façon la plus variée possible, et la plus impromptue possible. Allez, ok, alors on va y aller. Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes heureux de vous retrouver cet après-midi pour la séance d'audition pour la reprise de TF1 dans le cadre de la privatisation. Ah oui, on fait un vrai training. Alors je vous dis pas qu'au début, on était épouvantablement mauvais. Et finalement, on s'aperçoit qu'avec un peu de temps, en 3-4 jours, on se perfectionne à la télévision. Patrick Lelay, que j'ai choisi comme responsable pour ce projet, va vous révéler tous les engagements que nous prenons ici devant vous et devant les Français pour les convaincre. Alors évidemment, le plus dur à manager, c'est Bernard Tapie, parce que lui, il veut tout faire.
Bon alors, je rappelle bien la chronologie. Il faut qu'on ait tous complètement par cœur dans la tête. Francis commence, il lit son texte. Quand il a terminé son texte, il présente ses partenaires. Tout d'abord, Robert Maxwell. Robert Maxwell. Voilà, Robert Maxwell fait son truc. Il revient sur toi quand je lui dis pas merci. Non, rien. Quand il te regarde, tu sens qu'il a compris. Oui. Tu dis, je vous présente maintenant Evelyne Prouveau. Je vous présente maintenant Evelyne Prouveau. Là, tu dis, Monsieur de Clermont-Tonnerre. Antoine de Clermont-Tonnerre. Voilà. On peut le montrer de la main. Oui. Jacques Duquesne. Jacques Duquesne. Et Loiseau. Et Bernard Tapie. Voilà, là. Bon, et puis là-dessus, moi, je dis, je suis content en tout cas, oui, machin, etc. Et Patrick Lelay. C'est toi qui raccroches. Voilà, je raccroche sur Patrick Lelay. Et on n'oublie jamais Chive le souris. Le souhait. Puis si on commet une petite erreur l'un ou l'autre, on continue. On continue. On fait un sourire. Excusez-moi. Non, c'est excusez-moi, on continue. Voilà. Donc, vous êtes prêts là-bas? On est en train de nous faire des sourires. Oui, je souhaiterais poser une question à M. Bouygues concernant la politique sociale. Comment vous envisagez maintenir les conventions collectives? Vous donnez la parole. On s'est tous. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Bravo, Madame Tasca. Ah, on n'a rien laissé au hasard. C'est une vraie opération militaire. Oui, comme quand il y a une opération militaire, il faut que l'intendant suive. Tout est super organisé. Il n'y a pas eu quelque chose, un détail laissé au hasard. On est à la veille d'être propriétaire TF1. On savait, c'est l'apothéose, c'est le dernier jour. On nous remet la coupe ce soir. Tu garantis? Oui. Alors, vous vous rendez compte, on nous remet la coupe dans quelques instants. On est heureux d'être là, c'est fabuleux, quoi. Hein, et voilà comment on va le faire. On arrête l'enregistrement et on va visionner, si vous voulez bien. Vendredi 3 avril, au siège de la CNCL, c'est le grand jour. Alors, Hachette. Premier auditionné ce matin à 10h. Jean-Luc Lagardère, entouré de son équipe. Accompagné de Christine Ockrent, d'Yves Sabouret et d'Étienne Moujotte, Jean-Luc Lagardère défend pendant 2 heures son projet pour TF1. L'accueil de la CNCL est froid, pour ne pas dire glacial. Les engagements d'Hachette pour satisfaire au mieux-disant culturel ne réchauffent pas l'atmosphère. C'est que le travail de sape entrepris par Bouygues a produit ses effets. Les menaces d'un recours au Conseil d'État si Hachette l'emportait vont faire le reste. Dans ces conditions, la CNCL a tout à craindre d'une victoire d'Hachette. Ce n'est donc pas un hasard si la tonalité de l'audition du groupe Bouygues dans l'après-midi est radicalement différente. Et c'est cet après-midi à 15h qu'intervenait le groupe Bouygues. Francis Bouygues et ses partenaires présentaient à leur tour leur projet. Et puis alors là commence la surprise. Parce que entre cette cérémonie assez académique et assez digne et froide, quasi sorbonnarde du matin, et puis ces entretiens conviviaux, faits de sourires et de questions plus ou moins complices et de camaraderie. Ils ne pouvaient pas se taper dans le dos parce qu'ils étaient à 3 mètres de distance, mais enfin on avait l'impression que psychologiquement c'était un petit peu comme ça. Et qui se terminait par ah, mais est-ce que vous avez même peut-être pensé à un projet de siège pour la future télévision privée, qu'à cela ne tienne, et on amenait la maquette, etc. Assisté de Patrick Lelay, Robert Maxwell, Bernard Tapie, Francis Bouygues emporte très vite l'adhésion d'une CNCL ravie de le voir soutenir son projet avec professionnalisme et bonhomie. Spectateur de cette audition diffusée en direct sur TF1, l'équipe Hachette n'en croit pas ses yeux. C'était assez drôle, et l'un d'entre nous, pas moi, mais l'un d'entre nous s'est mis à hurler, on est fabriqué. Mais c'était tellement cousu de fil blanc qu'on s'est dit vraiment, bon, il n'y a plus rien à faire, et voilà. Là, on a compris quelque chose. On a compris qu'on n'avait pas tout compris. Au lendemain de ces auditions, samedi 4 avril, la CNCL délibère. À 13h, elle passe au vote. TF1, c'est fait. La CNCL a fait son choix. Cet après-midi, elle a attribué la première chaîne de télévision au groupe Bouygues. 10 voix pour Bouygues et 3 pour le groupe Hachette. Francis Bouygues, je me souviens, j'étais à déjeuner chez Prunier. Et je dérange de son déjeuner, il vient au téléphone, il me dit qu'est-ce que vous me voulez? Je lui dis on a gagné. Il me dit on a gagné quoi? Je lui dis on a gagné TF1. Ah bon?
Bon, puis bon, passez me voir, je vais retourner manger mes huîtres. C'était pour l'ombre d'une émotion particulière. Le soir même, Francis Bouygues est l'invité du journal de 20 heures de la chaîne qu'il vient de conquérir. Vous m'excuserez, parce que ce soir, je suis très ému. Pour moi, aujourd'hui, c'est un jour merveilleux. Merci au président et à tous les conseillers de la CNCL qui nous ont fait confiance. Je tiens à leur répéter qu'ils ne seront pas déçus. Invité samedi soir aux 20h, avant de devenir le PDG de la chaîne, Francis Bouygues a visité Cognac-Jay. Visite rapide et pour nous en accéléré. À la même heure pour Hachette, c'est le choc de la déception et le regret de n'avoir pas mieux mesuré les dangers de la stratégie Bouygues. À l'arrivée, il n'y a pas eu photo. Et nous avons été effectivement des enfants de cœur de cette affaire. Alors, je ne dis pas que ça a été pipé, je ne veux rien dire de tout cela. Je dis simplement que si j'avais su que le jugement serait fait de cette manière, je n'aurais pas concouru. Vous comprenez que, lorsque je vois dans les présentations, d'un côté l'éventail de tous nos talents, et de l'autre, M. Maxwell et M. Tapie, avec le recul, j'ai une satisfaction interne profonde. Dans les jours qui suivent, la privatisation est effective. Au cours d'un conseil d'administration, Hervé Bourges cède le fauteuil de PDG à Francis Bouygues. Pendant quelques semaines, il gardera un rôle de conseiller. Patrick Lelay, lui, devient vice-président de TF1. Mais avant toute chose, Francis Bouygues a dû signer le plus gros chèque de son existence, à l'ordre du Trésor. Un chèque de 3 milliards de francs remis ce matin pour 50% de la chaîne, acquis par lui-même et ses partenaires. Un gros chèque, mais aussi un contrat de cession qui donne le sourire et les poignées de main. Elle est bien placée. J'en suis certain. Merci. Symboliquement, le passage de TF1 du service public au secteur privé est célébré au cours d'une gigantesque fête qui rassemble 7000 invités aux pyramides de Port-Marly. Le tout audiovisuel français est réuni là, tandis que courent les premières rumeurs sur l'avenir des vedettes du petit écran. Dans la mare aux stars, chacun patauge pour arracher le meilleur contrat. Entre strass et stress, les forçats du micro ne veulent plus être des ouvriers à la chaîne. L'aspect budgétaire est important pour les émissions. Mon aspect financier à moi l'est également. Dernière nouvelle, le droit de réponse n'est pas menacé. J'ai certaines hésitations entre la 1 et la 5. Tout à la joie de sa victoire, Francis Bouygues n'imagine pas une seconde que les stars de TF1 puissent quitter sa chaîne. On reprend toutes les stars qui sont dans TF1. Le numéro 1 mondial du bâtiment serait moins affirmatif s'il savait ce qui se prépare. La première bataille de la guerre des chaînes vient de commencer, sur le front des stars. Au printemps 1987, la privatisation de la Une marque la fin des grands travaux, initiés par les gouvernements de gauche puis de droite, dans ce qu'on appelle désormais le paysage audiovisuel. Un paysage bouleversé par les réformes successives et déséquilibré dans son financement. Fruit de décisions politiques aux conséquences mal calculées, cet audiovisuel comprend désormais, après la réattribution de la 5 au groupe R100 et de la 6 à la CLT, 5 chaînes généralistes, dont 3 privées et 2 publiques, toutes condamnées à lutter pour survivre. Ça fait 5 chaînes à caractère généraliste qui vont devoir se partager la manne publicitaire. Petit problème d'arithmétique. Le marché publicitaire français peut-il nourrir 6 chaînes de télévision? Besoin estimé pour TF1 privatisé, plus de 3 milliards de francs. Antenne 2 et FR3 continueront de percevoir la redevance, mais absorberont à L2 3 milliards supplémentaires. Pour équilibrer ses comptes, la 5 devra engranger 2 milliards de publicités par an, Métropole TV 1 milliard, sans oublier Canal+, soit 500 millions. Total, 10 milliards de francs. Problème évident, le marché publicitaire français n'est pas extensible. La chasse aux annonceurs est déjà ouverte, mais les publicitaires ont une règle d'or, ils n'investissent que chez les vainqueurs. Malheur donc à la chaîne qui se laissera distancer dans les sondages d'audience. Un homme connaît parfaitement cette règle d'or. C'est le partenaire de Robert Hersant, Silvio Berlusconi. En Italie, il a bâti un empire sur l'audience et les recettes publicitaires drainées par les stars. À Paris, son objectif est clair, vider la Une de ses vedettes au profit de la 5.
TF1 est attribué à Bouygues. Et à ce moment-là, Silvio Berlusconi nous dit « Maintenant, il faut aller vite ». Alors on dit « Mais pourquoi ? Il faut acheter les vedettes avant que les bétons ils deviennent secs. » Pour faire la télévision, il faut avoir des stars qui sont dans le cœur du public. Et nous essayerons de les avoir. Des stars d'Antenne 2, de TF1 Des stars. Nous avons cru à son expérience et nous avons fait des propositions aux principales vedettes de TF1. Il y a tout le monde. Il y a Bouvard c'est côté R5, Sébastien, c'est Berlusconi. Berlusconi va dans la loge de Sébastien qui faisait un spectacle au théâtre. Tous les deux, je pense aussi R5, vont discuter ensemble. Mais plus que de leur dire, on va vous donner 2 fois plus ou 3 fois plus que ce que vous gagnez maintenant, on leur a proposé de leur donner la responsabilité de la production de leurs propres émissions. Les stars de la télévision française sont en train de vivre les moments hollywoodiens. Nous sommes, l'industrie devient vraiment Hollywood, vraiment, on commence les contrats, tu veux combien? Pas. Si vous venez sur la 5, vous avez 10 millions, 20 millions, 30 millions, et le ticket d'arrivée, si je puis dire. Donc c'était des sommes astronomiques, hallucinantes. Mais on s'est trouvé face à 2 fauves lâchés dans la nature, qui étaient Hersan et Berlusconi, qui avaient leurs 5. Donc Berlusconi, il va voir Patrick Sébastien, Patrick Sabatier, Collaro, avec des ponts d'or. Je n'ose pas donner les chiffres. Par exemple, quelqu'un comme Patrick Sabatier était le mieux payé de TF1 Public avec 120 000 francs par mois. Je pense que les négociations devaient lui permettre d'ajouter un 0 à cette rémunération. Non, je ne donnerai pas les chiffres. Je me souviens que l'agent de Patrick Sabatier vient me voir en me disant « Voilà, si vous voulez le contrat, c'est ça ». Et moi, je crois que c'est des anciens francs. Et pourtant, je me dis, si je mets ça en nouveaux francs, c'est quand même pas assez cher. Donc, et je ne comprends pas. Et quand il me dit, mais non, mais c'est des nouveaux francs, je le mets à la porte parce que je lui dis, mais vous n'avez pas le droit de me proposer des choses pareilles. Il me dit, écoutez, vous réaliserez vite que c'est ça la vérité. Donc, ce sont des sommes gigantesques. Gigantesques. Les stars se voient offrir par la 5 plus de 3 millions de francs par émission. L'opacité des tractations aidant, leur transfert est parfois accompagné d'une prime de plusieurs millions de francs. Mi-avril 1987, à Cannes, au marché des programmes de télévision, Sabatier, Collaro et Sébastien annoncent leur départ pour la nouvelle 5. L'équipe Bouygues enrage. Un conseil de guerre se tient sur le yacht de Robert Maxwell. Et on a tenu une réunion dans l'immense salon salle à manger du bateau. Et là, Robert Maxwell a dit « Vous êtes comptable de nos profits, il est hors de question de surenchérir, donc débrouillez-vous. » Alors Maxwell n'était pas content, parce que Maxwell dit « J'ai mis beaucoup d'argent ». Bon, c'était pas le sien, c'était celui du Crédit Lyonnais à l'époque. J'ai mis beaucoup d'argent et j'ai été trompé sur la marchandise. De cette époque date la dérégulation du système par l'afflux d'argent. Qu'il s'agisse de stars, de films ou de manifestations sportives, la surenchère est permanente. L'autre problème qui a coûté très cher à TF1 et qui d'ailleurs coûte encore aujourd'hui très cher, c'est le football. Et on a découvert effectivement que tout flambait. Alors là, il se passe un événement qui déclenche la guerre. Parce qu'il y a tout de même un moment où on dit c'est de la folie. Donc on va voir Francis Bouygues et moi, on va voir Hersan et Berlusconi et on leur dit écoutez, on a un contrat de football. Il y a un match qui était Bordeaux contre Leipzig, je me souviens toujours, en Coupe d'Europe. Il est dans notre contrat, il est à 300 000 francs. Vous êtes en train de faire une offre gigantesque, vous allez tout casser. Et ils nous disent bon, ben, vous avez raison. Mais le temps qu'on sorte, alors qu'ils nous ont calmés et qu'on a confirmé notre offre à 300 000, eux, ils font une offre à 3 ou 4 millions. C'est l'explosion du football. Et moi, je me souviens très bien, j'ai appelé Robert Hersan, je lui ai dit, écoutez, ce que vous avez fait, c'est pas bien. Ça se fait qu'une fois dans la vie. Vous l'avez fait, donc on n'a plus confiance, donc maintenant, c'est la guerre. C'est la guerre parce qu'il va bien falloir qu'on ne peut pas vivre à deux. Il faut qu'il y en ait un qui s'en sorte, alors ben, on verra le plus fort à la sortie. C'est la guerre. Et à l'été 1987, Francis Bouygues ne paraît pas avoir l'avantage. À grand renfort de campagne publicitaire, la 5, elle, croit préparer une rentrée triomphale en s'appuyant sur les stars. Pour la première fois, une chaîne de télévision va pouvoir offrir à ses téléspectateurs la somme de 100 millions de centimes. Vous avez bien écouté. 100 millions de centimes. Mais la 5 a vu trop grand. Disposant d'un faible réseau d'émetteurs, elle est reçue dans peu de foyers. Quant aux stars, le public ne les suit pas de TF1 vers la 5. Les nouvelles émissions sont des flops hors de prix. Robert Hersan est consterné.
C'est un échec, il faut le dire, un échec total, violent, dont nous avons pris conscience très rapidement, dont Robert Hersan a pris conscience très rapidement. Et ça, je l'appelle Hersan formidable. Il l'appelle à Boulevard Pereire, on appelle Sébastien le premier, il le regarde dans les yeux. Et quand il est vexé, Hersan avait un peu des yeux, moi je l'appelle rouges. Son regard toujours très intense, toujours très autoritaire. Il regarde, il dit, vous comprenez, c'est de la merde votre émission. C'est nul, on ne peut pas continuer comme ça. Sébastien, le pauvre, il n'est pas capable de dire un mot. Il dit, oui, c'est vrai, excusez-moi, mais non, on cherche vraiment à répondre. Il dit, c'est fini. C'est fini. L'échec retentissant de la Nouvelle 5 est le début d'un engrenage financier infernal pour Hersan et Berlusconi. L'expérience se solde par un déficit proche du milliard de francs. Les relations entre le patron du Figaro et le magnat italien commencent à se dégrader. Pour Francis Bouygues, qui vient d'engager les professionnels du dossier Hachette, c'est une première victoire sur la 5. Bientôt, avec des contrats en or, il reprendra Collaro, Sébastien et Sabatier, renvoyés de la 5. En attendant, Bouygues affirme son pouvoir sur TF1 en remerciant du jour au lendemain un animateur et son émission phare, Droit de réponse. Le licenciement de Michel Polac provoque aujourd'hui, vous en doutez, une avalanche de commentaires et nouveau des titres percutants du style Polac coulé dans le béton, Bouygues coupe les ponts ou encore Polac viré, la CNCL vengée. J'ai fait une émission sur la maison Bouygues, ils ne supportent pas, et que je laisse critiquer la CNCL comme dans les autres journaux, ils ne supportent pas. Ça veut dire qu'on n'a pas le droit de critiquer la CNCL à TF1 et qu'on n'a pas le droit de critiquer Bouygues. C'est grave, c'est deux sujets importants quand même. Le droit de critiquer la CNCL, un homme ne va pas se priver de l'exercer. C'est le président de la République, très irrité par les décisions et le comportement de cette instance créée par François Léotard. Fin septembre 1987, dans une interview au Point, François Mitterrand tire à boulet rouge sur cette commission à laquelle il reproche son manque d'indépendance et de n'avoir rien fait qui puisse inspirer ce sentiment qu'on appelle le respect. À la même période, l'onde de choc de la privatisation commence à toucher un secteur public qui, faute de moyens et de dirigeants d'envergure, devient le parent pauvre de l'audiovisuel français. Sans le dire, beaucoup regrettent à Antenne 2 et FR3 que leur chaîne n'ait pas été privatisée à la place de TF1. FR3, c'est 3 fois mieux. Ce sont des états d'âme que n'ont pas deux autres chaînes. Canal+, qui sous la présidence d'André Rousselet approche les 2 millions d'abonnés, et M6 qui, avec un réseau plus réduit encore que celui de la 5, opte pour une stratégie de longue haleine. En résumé, pour son PDG Jean Drucker, d'abord survivre. La petite chaîne Plus du Monde, c'est pas du tout, ça doit rien à la modestie, c'est tout à la lucidité. C'est-à-dire que petit nous l'étions et monter, c'était même pas une ambition, c'était une nécessité, c'était une question de survie. Début 1988, la cohabitation touche à sa fin. L'audiovisuel français va-t-il une fois encore être tributaire des échéances électorales? Monsieur le Président, êtes-vous à nouveau candidat à la présidence de la République? Oui. Alors dans ce cas, une chose est certaine, si François Mitterrand l'emporte sur Jacques Chirac, les jours de la CNCL sont comptés.